bon, moi ça va être rapide sur le parcours, hein, un petit jeuneau, hein, mais alors moi par contre, pour dire un peu d'où je parle, moi je suis allé en classe Freinet quand j'étais gamin, dans la classe de mon père même. Et donc, enfin, moi c'est quelque chose qui m'avait toujours intéressé. J'ai pu le vivre, j'ai eu la chance de le vivre sur toute la scolarité en primaire. Et l'arrivée au collège, voilà, vous imaginez un petit peu, des points quand on lève la main, qui se reportent sur le devoir d'après, etc. Enfin, la totale. Donc parfois un petit peu d'incompréhension, mais malgré tout quand même, avec le recul, je pense avoir été outillé pour que ça se passe bien, parce que souvent il y a ce questionnement-là, et si je mets mon gamin en primaire en classe d'une pédagogie alternative, qu'est-ce qu'il deviendra dans la bonne vieille pédagogie du second degré, bon, souvent ça se passe bien aussi, donc voilà. Mais donc moi je pars de là au départ, et puis donc actuellement, moi je suis professeur documentaliste à Garges-les-Gonesse, dans le 95 à côté de Sarcelles, au nord de Paris, dans un établissement REP+, classique j'imagine. Et donc je suis ici pour vous parler un petit peu d'une initiative dont Greg a parlé, c'est la création d'un groupe second degré orienté vers la pédagogie freinée. Nous on a commencé, donc on est plusieurs là, je ne sais plus où est-ce qu'on en est, mais on est au-dessus de 60-70 personnes qui se disent intéressées, et puis donc qui viennent aux rencontres de façon plus ou moins régulière, mais bon en tout cas ça se maintient. On a commencé en 2015. Et au départ, on était sur, donc on s'est rencontrés par le biais de la liste Freinet second degré qui est publique, donc des gens qui cherchaient comme ça à nouer des liens. Et au départ, ça s'est fait autour de la coopération. Ça a été assez large. C'était parce qu'on ne savait pas tous exactement dans quelle direction on voulait aller. On voulait que ce soit quelque chose d'un petit peu large, accueillant, etc. Et il nous semblait que le thème de la coopération nous permettait de faire ciment entre tout un tas de personnes. Donc on a commencé autour d'une bière, comme toutes les bonnes aventures. Et petit à petit, on a réussi à rassembler suffisamment de monde pour faire des rencontres. Donc on faisait ça tous les 6 mois dans les premiers temps. Puis ensuite on a augmenté un petit peu le rythme. Ça devait être quelque chose comme une fois par trimestre. Et on se réunissait à la Bourse du Travail de Paris, à République. Par hasard. Voilà, tout à fait par hasard. Non, pas tout à fait par hasard. Donc là, je disais, la thématique de la coopération nous permettait d'avoir quelque chose de large. Large tant du point de vue des conceptions pédagogiques que des conceptions politiques, même si quand on est là-dedans, en général, on est rarement dans des partis de droite et d'extrême droite. Donc on a quand même une sensibilité commune qui est plutôt critique par rapport à la marche actuelle des choses, on va dire. Mais une diversité des gens syndiqués, des gens pas syndiqués, des gens plus ou moins politisés, en tout cas qui se positionnent plus ou moins de cette façon-là. Mais malgré tout, la Bourse du Travail a quand même été un lieu et accueillant et symbolique intéressant par rapport à ça. Donc au départ, on a travaillé dans plusieurs directions. Donc coopération, en général, on pense travail de groupe, donc on s'est posé ces choses-là concrètement avec notre réalité d'enseignant du second degré, qui est quand même très particulière. Je pense que s'il y a des collègues qui sont là, bon, vous voyez un petit peu de quoi je parle. On est l'école caserne, on est encore bien dedans. Le découpage en heures, en discipline est quand même assez particulier lorsqu'on souhaite mettre les pieds dans une pédagogie comme celle que Catherine nous a décrite. Bon, a priori, on ne respecte pas grand-chose ni de la complexité du monde, parce qu'un événement, un fait n'est jamais... on ne peut jamais l'analyser que par le biais d'une seule discipline. Personne ne fait ça, on est tout le temps en train de mélanger les choses. Donc il y a ce premier obstacle-là. Il y a l'obstacle des lieux, parce qu'en général, ce sont les élèves qui changent de classe, donc il n'y a pas forcément d'ancrage dans un lieu, avec possibilité, pourquoi pas, d'afficher des travaux, de prendre possession du mobilier, etc. Ça, c'est tout à fait compliqué au départ, si on respecte les choses telles qu'elles sont. Et donc là, nous on arrive dans ce contexte-là. Donc au départ, je disais, on se positionnait sur les questions de coopération, donc travail de groupe, pourquoi, quand, comment, de quelle manière, etc. Là, souvent, ce qui arrivait assez rapidement, c'est le problème donc dans coopération, tutorat, entraide, comment on organise tout ça. Donc ça a été l'objet de groupes de travail. Et puis, une institution, tu évoquais tout à l'heure, le conseil d'élèves. Donc en général, souvent, c'est ce qui brille un peu, on a envie d'y aller tout de suite, mais à juste titre, tu disais, moi, je veux pas trop, mais
a priori, c'est peut-être l'entrée la plus difficile, même si c'est la plus plaisante, parce que vraiment, on a la question de la démocratie, de la participation à l'organisation du travail, tout un tas de choses. C'est vrai qu'elle est extrêmement compliquée parce qu'elle suppose qu'on ait quelque chose à organiser. Donc on a été pas mal à se lancer là-dedans. Moi, par exemple, avec les collègues, on s'est lancé très vite dans le conseil d'élèves, mais on n'avait rien à organiser parce que notre travail quotidien, il n'avait pas beaucoup bougé. Donc voilà, on tâtonne, hein, de toute façon, on n'apprend pas autrement. Enfant ou enseignant, c'est comme ça qu'on se débrouille. Donc il y avait ce dossier-là, et puis très très vite aussi la question de l'expression libre, plus facilement en français, et on a eu la chance d'avoir une équipe en histoire géo quand même assez ambitieuse aussi, donc ça s'est posé aussi dans cette discipline. Donc l'expression libre par exemple par le biais du texte libre. Donc on avait un peu toutes ces choses-là qui cohabitaient, et petit à petit, jusqu'à juin-juillet 2017, donc là juste avant les vacances, on a pris la décision, parce que le besoin s'en faisait ressentir, que on allait donner une étiquette un peu plus freinée à tout ça. Alors, il y avait donc toutes ces techniques qui commençaient à germer, il y avait un besoin peut-être d'avoir un cap, d'avoir quelque chose à quoi s'identifier, ou en tout cas quelque chose qui nous permettrait d'aller un petit peu plus loin, parce qu'on avait l'impression que toutes ces rencontres étaient extrêmement intéressantes, qu'elles nous nourrissaient, mais on avait du mal à trouver une direction et quelque chose qui nous permettait d'avoir peut-être des éléments d'évaluation, de savoir quel sens on allait. Donc la pédagogie freinée, pour une bonne partie des gens, nous a paru être une bonne piste. Alors au niveau de la façon dont on travaille, nous, la plupart du temps, mais bon, tous discutent évidemment, donc on fonctionne de façon coopérative autant que possible, hein, donc on a des ordres du jour décidés en début de réunion, des responsables, de la parole, du temps, etc. Parce que pour que tout ça s'organise correctement, il faut qu'il y ait une organisation collective, sans quoi c'est ceux qui parlent le mieux, le plus et le plus fort qui dirigent tout ça. Donc on essaye de tendre vers ça, c'est toujours compliqué comme avec des enfants de toute façon, mais c'est la direction qu'on se donne. Donc dans les temps qu'on a mis en place en général, il y a des temps transdisciplinaires avec des thématiques qui concernent tous les collègues, quelle que soit leur discipline, parce que si le problème se situe bien au niveau du travail et donc aussi de la discipline, il faut qu'on puisse aussi passer au-delà de ce carcan qui est aussi le découpage disciplinaire, comme j'essaie de le décrire tout à l'heure. Ensuite, on a tout le temps des ateliers disciplinaires, parce que là aussi, à notre sens, on ne peut pas se contenter d'avoir... Alors, il faut une vision globale, ça c'est indispensable, mais il faut aussi pouvoir, dans le travail, voir comment on décline ou comment on adapte les techniques freinées dans le temps disciplinaire. Parce qu'on n'a pas tous la chance d'être dans un établissement expérimental ou dans une classe qui bénéficie de moyens qui permettraient d'avoir de la co-intervention, des choses comme ça. Même s'il y a des pistes, hein, déjà dans les choses telles qu'elles sont, mais donc il y a ce problème-là qui se pose. On essaye aussi d'avoir du lien avec le premier degré, évidemment, parce que nous, on est des amateurs à côté de la longue expérience des collègues du premier degré. Et donc voilà, au niveau des modalités de travail. Au niveau donc d'écrire un petit peu rapidement ce qu'on essaye de mettre en place. Donc il y a plusieurs cas déjà, il y a des cas de collègues isolés, il y a des cas de collègues qui sont dans des classes dites coopératives, où il y a tout un tas de dénominations, chacun choisit un peu ce qui passe le mieux avec les collègues et avec la direction. Il doit y avoir peut-être des collègues qui sont dans des établissements entièrement, très très peu ou pas du tout, mais ça c'est quand même assez rare. Dans les cas où on arrive à avoir soit des heures supplémentaires pour par exemple faire un conseil, un temps d'expression, etc., on a certaines facilités, mais du coup ce qui se passe rapidement, c'est qu'on se rend compte aussi qu'on n'est pas dans les conditions qui sont celles des collègues lambda, entre guillemets, c'est-à-dire pas d'heures en plus, pas de facilitation particulière. Mais bon. Donc en gros, au niveau des gros dossiers sur lesquels on est, donc il y a évidemment le conseil d'élèves ou conseil coopératif. Donc en général, ce temps-là, donc je l'ai un petit peu évoqué rapidement, c'est un temps d'exercice de la démocratie. Pour la gestion, alors souvent on dit les conflits, mais c'est peut-être a priori pas le cœur du conseil d'élèves, mais il peut y avoir de la gestion de conflits, on peut organiser le travail de classe, donc c'est de voir un petit peu s'il y a des responsabilités, s'il y a des situations de coopération, tout ça peut être discuté par les élèves, et c'est un travail en soi. Si nous amenons toujours les choses comme on le fait dans une situation ordinaire de cours ou traditionnelle, le frontal, si on leur explique comment il faut coopérer, si on leur explique comment il faut faire un texte libre, si on leur explique tout, en fait ils n'expérimentent rien, et
ça n'est rien d'autre qu'un exercice classique avec un très joli vernis, mais ils ne sont pas en situation de tâtonnement. Tu en parlais tout à l'heure, dans la pédagogie freinée, il y a l'idée que c'est aussi en tâtonnant, c'est en essayant que on arrive à apprendre et à maîtriser les savoirs, les compétences, etc. Donc il y a ce temps-là de conseil d'élèves ou conseil de coopérative qui souvent est essayé par les collègues. Le texte libre, donc ça c'est une technique d'expression libre souvent en français, mais il y en a qui essayent ça dans d'autres disciplines. Donc là, dans ces temps-là, en général, donc pour ce qui est du français, c'est un temps où les élèves peuvent écrire, enfin, même les enfants peuvent écrire plutôt, sur le sujet qui leur plaît, un texte de la taille qui leur plaît. Dans l'idéal, c'est s'ils veulent, quand ils veulent. Bon, dans le second degré, on voit déjà les limites qui se posent à nous. Hein. Donc là, on est toujours dans une adaptation, on est toujours un peu entre le cul entre deux chaises, on va dire, pour être poli. Et ces textes-là, donc notre objectif, c'est de libérer d'une part la parole de l'élève, de faire entrer la vie dans l'école, de ne pas considérer uniquement, d'ailleurs j'ai des réflexes d'enseignants dont il faudrait que je me débarrasse, je parle d'élèves, mais normalement on parle aussi d'enfants en pédagogie freinée, donc faire entrer sa vie dans l'école, et puis essayer de faire en sorte que les apports du savoir reconnu, du savoir institutionnel, soient vécus comme étant des outils permettant de développer ces besoins-là de l'enfant, que lorsqu'on parle de conjugaison, d'orthographe, etc., ce ne soit pas uniquement parce que c'est au programme, mais aussi parce qu'il y a un besoin de l'enfant, et notamment un besoin de mieux s'exprimer, d'être reconnu face à un groupe, et puis d'exister, et puis de se développer en tant qu'individu qui agit sur son milieu. Donc il y a cette bascule-là que nous essayons d'opérer, mais c'est extrêmement compliqué, long, et c'est un travail vraiment acharné, mais extrêmement plaisant aussi, parce qu'il ne faudrait pas non plus faire croire qu'on est que dans le staccanovisme. Mais... Donc il y a cette technique-là, et puis en histoire géo, donc il y a des choses intéressantes qui se passent aussi, donc un travail autour d'enquête sur le milieu, sur tout un tas de choses, de l'expression libre aussi, des collègues qui pratiquent le quad neuf, donc c'est un temps où les élèves peuvent apporter tout un tas de choses. Donc en primaire c'est beaucoup plus libre, hein. En général ils apportent ce qu'ils veulent, et puis en fonction de ça on en fait une exploitation disciplinaire avec beaucoup de guillemets qui fait sens. Nous, quand on est en histoire, si on a un élément de quad neuf qui parle de PS ou d'éducation musicale, ça peut des fois déstabiliser un petit peu, mais bon, disons qu'on tâtonne dans ce sens-là. Donc évidemment après un travail sur l'entraide, la coopération, le tutorat, donc institutionnalisé. Ça c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup aussi, c'est de voir dans quelle mesure on peut, lorsqu'on a plusieurs collègues avec nous, parce que souvent c'est les situations les plus favorables, voire même carrément une classe coopérative, comment on peut institutionnaliser les choses, c'est-à-dire faire en sorte que ce soit plus l'enseignant qui soit le référent pour rappeler ce qu'il faut faire, etc. Donc il y a tout un tas d'outils, symboliques ou matériels, qui font institution, c'est-à-dire qui permettent à l'enfant de s'autonomiser et puis de se reporter à autre chose que la parole de l'enseignant. Et cette autre chose, justement, le conseil de coopérative peut s'en saisir et donc met les enfants en position de décider de cette autre chose et des modalités de travail et tout un tas de choses. Évidemment, journal, blog, bon, pour ça, nous, pour le coup, là, c'est pas trop compliqué, donc on travaille un petit peu là-dessus. Il y a eu beaucoup de collègues qui étaient aussi un peu branchés numérique, donc il y a eu beaucoup de pistes explorées dans cette direction. Et l'une des entrées aussi qui plaisait beaucoup dès le tout début de cette expérience-là sur le réunion coopérative, c'était l'évaluation évidemment, parce que le sans note, comme étant un peu dans l'air du temps, c'est vrai que c'est quelque chose qui a permis à des collègues de se poser la question de tiens, et si je pouvais changer d'autres choses, et si tout ça changeait ma posture, donc quelque chose sur, un travail là-dessus, sur le sans note, compétences, brevets, ceinture, donc là il y a tout un tas de débats qui se posent, et puis on n'a évidemment pas trouvé de réponse à tous ces sujets, mais nous continuons à travailler. Voilà, donc nous l'objectif c'était vraiment avec ce groupe d'être dans des réflexions qui soient vraiment liées à notre pratique, parce que sur le problème que nous on a dans le second degré, c'est qu'on est quand même extrêmement minoritaire hein, dans les mouvements pédagogiques. En général, c'est beaucoup les collègues du primaire qui arrivent à se réunir, à réfléchir, à mettre en place des choses. Et donc nous, on a tout de suite voulu que ce soit vraiment lié à nos problématiques,
que ce soit toujours quelque chose qui nous permette en rentrant en classe d'essayer et puis de revenir, et c'est là un peu aussi où ça devient intéressant maintenant, c'est qu'on se donne du travail à faire, hein, on se donne des devoirs en plus, des copies à corriger, et la fois d'après, on reprend ces travaux-là, pourquoi pas en ramenant des cahiers d'élèves, etc., pour avoir les apports des camarades du groupe, savoir ce qu'ils en pensent, et puis donc d'avancer de cette façon-là à partir vraiment des travaux de classe. Voilà. Je pense que j'étais un petit peu court. Non. Je voulais juste terminer avec quelque chose qui sortait un peu du coup spécifiquement de cette histoire d'outils. Mais je voulais dire aussi, puisqu'on est dans une rencontre à l'invitation d'un syndicat, que aujourd'hui et dans le second degré, ça se sent quand même assez fort. Il y a une grosse difficulté à aborder ces questions pédagogiques, moi je trouve, parce que on a une position de certains camarades de différentes centrales syndicales, une position d'hostilité par rapport à tout ça, parce qu'aujourd'hui, le discours pédagogique a été récupéré beaucoup par l'institution, par le patronat, et porter des discours pédagogiques aujourd'hui en second degré, parfois nous met en position de passer pour des jaunes, des traîtres, des gens qui ne seraient plus capables de résister à l'avancée néolibérale dans l'éducation, dans le service public. Et moi, il me semblait important aussi de porter un discours qui montrerait qu'on peut refaire cette jonction-là entre l'engagement pédagogique et l'engagement syndical. Je dis refaire parce qu'au départ, c'était comme ça que les choses s'étaient passées. Au début, les premières années, là tu me reprends parce que c'est toi l'historien, hein, mais les premières années d'engagement syndical des instituteurs à la CGT, l'école émancipée, etc., on avait cette cohabitation-là, l'engagement pédagogique et l'engagement militant. C'est-à-dire qu'en fait, juste pour préciser, les premiers congrès du mouvement Freinet, de la coopérative de l'enseignement laïque, comme elle s'appelait à l'époque, c'était la veille des congrès syndicaux. C'est-à-dire que c'est d'abord au sein de la fédération de l'enseignement que Freinet il a pris contact, il a commencé à avoir de la correspondance scolaire, etc., et à former son mouvement. Et c'était systématiquement la veille des congrès syndicaux, donc c'était complètement logique et évident pour eux que leur mouvement, il était lié au mouvement syndical et pas à n'importe quel mouvement syndical, un mouvement syndical ouvrier. Et c'est dans la jonction de ces deux mouvements qu'est né à la fois le mouvement Freinet, parce que lui, il était secrétaire départemental de son syndicat, c'était un militant extrêmement actif, et pas que dans l'école. Avec les paysans, il a contribué à l'électrification du village où il était, donc il y avait véritablement un engagement social qui était au cœur de son engagement pédagogique. Et ce qu'on a essayé de montrer dans le Maître insurgé, c'est que c'est pour ça que la question de pourquoi on est enseignant, elle est fondamentale. Freinet, il ne veut pas au départ simplement transformer sa classe juste pour le plaisir, ou voilà. C'est dans une perspective révolutionnaire. Pour lui, c'est cette société-là, il n'en veut pas, il a été blessé à la guerre, il a vécu la boucherie 14-18, donc ce qu'il veut faire avec les enfants qu'il a dans sa classe, c'est imaginer une société qui, comme tu le disais très bien, ne permettra plus jamais la reproduction de la boucherie de la Première Guerre mondiale. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tout le courant de l'éducation nouvelle. Peut-être on verra tout à l'heure les différences entre certaines sensibilités. Mais au départ, il y a cette volonté de créer un autre monde et de le faire alors, en dehors de l'école, en s'engageant, en militant, mais aussi à l'intérieur de l'école. Parce qu'on ne peut pas se séparer. Et en liaison avec les parents, il avait toujours cette idée. Mais il craignait aussi, à un moment, il a quand même pas mal lutté à l'intérieur du syndicat pour que ce ne soit pas que des syndicalistes révolutionnaires, mais que ce soit aussi des enseignants révolutionnaires. Que l'éducation ne soit pas en dehors de la lutte syndicale. Il a quand même pas mal. C'était quand même toujours cette articulation de la société et de l'éducation. Donc, du coup, voilà. Moi, il me semble que c'est vraiment un discours sur lequel il faut qu'on arrive à s'appuyer et qu'on arrive à développer, parce que n'intervenir que sur la question des moyens ne changera pas automatiquement la pédagogie qu'on met en place. Avoir moins d'élèves, évidemment, ça joue grandement sur le caractère descendant ou pas de nos enseignements, mais obligatoire. Enfin, mécaniquement, ça n'entraînera pas forcément une modification pédagogique. Donc, il y a ce travail-là à établir, et de l'autre côté, avoir uniquement un engagement pédagogique ne pourra
ne pourra suffire parce qu'il faut aussi une intervention sur les moyens, sur la direction de l'école, sur la question politique de l'école. Et donc je pense que voilà, il faut vraiment essayer d'allier ces deux choses et aussi voir en quoi notre positionnement ne se décale pas uniquement d'un point de vue politique, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de donner une finalité, il faut voir aussi dans ce qu'on met en place, qu'est-ce qui fait rupture avec les pratiques. En pédagogie freinée, par exemple, on parle de pédagogie du travail aujourd'hui, alors qu'on parle de ludification, de jeu, etc. La Freinet, il a un discours très clair là-dessus. Dans les invariants, Freinet dit que ce qui est naturel à l'enfant, c'est le travail, pas le jeu. Il faut redéfinir le mot travail. Voilà, et effectivement, oui, bon, ça peut paraître un petit peu rude aujourd'hui, mais la question est quand même là. Il s'agit bien d'un travail émancipateur, certes, mais du travail. La question de la place du groupe aussi dans la pédagogie. Alors qu'aujourd'hui, on parle d'individualisation, même on entend beaucoup parler de Montessori, qui est une approche extrêmement individualiste de l'enfant, donc il y a aussi cette place du groupe. Il y a la nature du travail. Est-ce que c'est un travail authentique qui est en lien avec la vie, prenant en compte les déterminismes sociaux, les déterminismes par rapport au genre, par rapport à la race, etc. Donc il y a tout un tas de choses qu'on doit accueillir dans la classe. Et aussi, mais ça rejoint, il n'y aura pas beaucoup de conflits avec les camarades qui ne veulent pas entendre parler de ça, c'est réaffirmer l'importance d'avoir une école publique et une école du peuple qui accueille tout le monde, parce qu'il y a tout un tas il y a tout un mouvement qui se développe aujourd'hui qui promeut des pédagogies alternatives, des pédagogies plus soucieuses du rythme de l'enfant. Tout ça, c'est déjà très très bien, mais lorsque c'est en privé, hors contrat, qui on touche et qu'est-ce que ça veut dire politiquement, dans quoi on s'engage, qu'est-ce qu'on modifie dans la société dans ces conditions-là, quoi. Alors que les enfants des classes populaires majoritairement sont dans le public. Donc il y a tous ces enjeux-là aussi que moi je voulais souligner pour terminer. Très bien, merci beaucoup. Du coup, j'oubliais dans la présentation de dire que tu étais syndiqué. C'est parti à Sud Éducation 95. Voilà.